Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et donc je vais vous parler de mes lectures de confinement avec une dégaine de confinement. Voilà, bref, pas coiffée, pas maquillée, mais je m'en bats les steaks. Je fais déjà pas ça pour aller bosser, donc pour faire une vidéo YouTube. Bref, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous parler... D'ailleurs oui, dans ce update lecture, il va y avoir quand même deux très bonnes lectures. Une très bonne aussi, mais un peu en dessous, et un abandon. Voilà. Donc tout d'abord, j'ai lu un double livre qui est Avec elle et sans elle, donc Avec elle de Solène Bakowski et Sans elle de Amélie Antoine. Donc en fait, l'originalité de ce livre, c'est qu'on parle d'une histoire qui est la même dans les deux livres, et après qui va se séparer. Et voilà, déjà l'originalité, je trouve ça génial. Donc j'ai commencé par Avec elle de Solène Bakowski. Alors déjà parce que je crois avoir vu sur des groupes Facebook que c'était mieux de commencer par ce côté-là. Bon après c'est l'avis des personnes, mais voilà. Et aussi parce que, on va pas se mentir, j'avais envie de terminer, comment dire, de garder le meilleur pour la fin, hein, sans vouloir descendre Solène Bakowski, mais c'est juste... Enfin Amélie Antoine, vous le savez quoi, c'est... Je peux le dire maintenant, je pense qu'elle fait partie de mes autrices françaises préférées. Donc voilà, j'avais envie de garder Amélie Antoine pour la fin, et j'ai bien fait, ouais. Donc, je vais quand même vous raconter l'histoire de base. Donc, on suit en fait deux jumelles, Jessica et Colline, avec leurs parents, donc Patricia la mère et le père, je crois que c'est Thierry. Et en fait, on se retrouve au 14 juillet, donc la petite famille va partir en vacances le lendemain. Mais voilà, là c'est le 14 juillet, du coup, feu d'artifice. Sauf que Colline a fait une bêtise et du coup elle est punie, elle est privée de feu d'artifice. Du coup, Patricia va seule avec Jessica au feu d'artifice pendant que Colline reste et du coup se couche comme d'habitude assez tôt. Et son père reste là pour la surveiller. Et donc, dans Avec elle, donc Jessica et la mère vont au feu d'artifice. La mère rencontre l'institutrice des deux petites filles, c'était leur maîtresse de grande section de maternelle, maintenant ça ne sera plus la même vu qu'elle rentre en CP. Et elle commence à discuter et tout, et Jessica voit au loin un garçon qui distribue les... Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais les colliers... vous savez, on casse les trucs et ça s'allume et c'est fluorescent un peu dans la nuit. Donc voilà, un garçon qui distribue ça à tous les enfants. Forcément, Jessica voit ça, elle en veut un, elle va commencer à s'avancer vers lui et elle va, comme elle n'a pas fait ses lacets, elle va s'étaler au sol. Alors je ne sais plus si elle s'étale au sol ou si elle se fait rattraper une extrémiste, mais en tout cas, dans tous les cas, après elle se fait rattraper par un homme, voilà, qui s'appelle Ennis. Et du coup là Patricia va courir et voilà, elle va commencer à parler avec Ennis et voilà, ils vont enfin elle va le trouver pas mal, vous voyez. Vous savez le genre de... Ah si j'étais célibataire, ouais. Voilà, elle pense un petit peu ça. Et bref, la soirée suit son cours. Sauf que voilà, c'est la première fois que les jumelles sont séparées. Et cette soirée va un petit peu finir de creuser quelque chose qu'il y avait entre les deux jumelles, puisque elles ont beau être quasiment identiques physiquement, enfin psychologiquement, mentalement, elles sont pas du tout pareilles. On a Colline qui est très effacée, très timide, qui est toujours dans l'ombre de sa sœur. J'ai beaucoup aimé Colline d'ailleurs, j'ai envie de dire c'est un petit peu le personnage principal hein, de ces deux histoires, et je me suis vraiment identifiée à elle et j'ai vraiment adoré ce personnage. Et on a Jessica du coup qui aime avoir l'attention sur elle, voilà, et du coup ça lui plaît pas forcément d'avoir une jumelle parce que du coup voilà, elle ne peut pas réellement tirer parti à 100% de toute l'attention, même si elle fait son mieux pour. Et voilà, du coup il va y avoir une certaine animosité entre les deux jumelles, surtout venant de Jessica à Colline, elle est un petit peu naïve la pauvre. Et donc après elles vont partir en vacances chez leurs grands-parents, il va se passer quelque chose et ça va encore plus compter dans cette relation toxique qu'ont ces deux jumelles. Voilà, ça c'est pour Avec elle. Maintenant dans Sans elle, donc pareil, le feu d'artifice, la punition. Le feu d'artifice, la punition, Jessica et Patricia, le garçon avec les colliers. Jessica qui veut aller chercher un collier et qui cette fois ne se gasse pas la tronche. Mais voilà, elle part. Sa mère continue à parler avec la maîtresse d'école et au bout de quelques instants, hein, c'est assez rapide, elle se retourne et elle ne trouve plus Jessica.
et elle ne la retrouvera jamais, voilà. Enfin, en tout cas ce soir-là, je ne vais pas vous dire si à un moment ou un autre on la retrouve. Ça c'est quelque chose que vous saurez en lisant le livre. Donc voilà, elle va commencer à la chercher partout, à crier, tout le monde va essayer de l'aider un peu, dont Ennis, voilà, qu'elle rencontre ce soir-là, qui l'aide un petit peu à chercher sa fille. Bon après, les gendarmes, tout ça. Et là on part vraiment dans quelque chose de totalement différent, puisqu'on est n'est plus dans une relation toxique entre deux jumelles, mais dans une jumelle qui a perdu sa jumelle et qui doit apprendre à vivre sans. Forcément, dans les deux histoires, la vie des familles est bouleversée. Voilà, par rapport à des choses différentes, hein, bien évidemment. Mais j'ai adoré. Alors, dans Avec elle, oui, ce que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment cette relation qui est entre ces deux jumelles, qui est vraiment très bien développée par Solène. J'ai vraiment adoré cette relation toxique et j'avais de la peine pour Colline parce que c'est elle, la pauvre, qui s'en prend plein la tronche tout le temps. Jusqu'au bout, elle s'en prend plein la tronche. Voilà, la seule chose qui m'a un petit peu déçue, c'est la fin que j'ai trouvé un petit peu sortie derrière les fagots. Voilà. Et dans Avec elle, non, dans Sans elle, pardon, j'ai beaucoup aimé toute l'histoire. Oui, d'ailleurs, oui, c'est ça que je vous ai pas dit. Dans Avec elle, j'ai aimé la relation, mais ce qui se passe dans la vie de la famille, moyennement. Enfin, moins que dans Sans elle. Dans Sans elle, j'ai beaucoup aimé. Oula, désolée, j'ai postillonné. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive à la famille. Un petit peu moins avec elle. Mais il y a des choses quand même qui m'ont un petit peu aussi dérangée dans Sans elle. Je m'en mêle les pinceaux. Mais voilà, j'ai quand même adoré ce que fait des personnages. Amélie Antoine, quoi, c'est vraiment son truc à elle. Et cette fin, alors je vais pas vous dire si les fins se ressemblent ou pas, s'il y a un lien, ça je vous le dirai pas. Mais la fin de Sans elle, comme avec Raison Obscure, je me suis pris une grande claque dans la gueule. J'étais choquée de cette fin, j'étais choquée. Je sais pas si j'ai versé ma petite larme. Dans les deux, j'ai versé ma petite larme à des moments, je vais pas vous mentir. Mais la fin, si ouais, j'ai dû quand même verser ma petite larme. Pas autant que dans Raison Obscure. Mais voilà, la fin de Sans elle est quand même voilà, époustouflante. Donc je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, enfin ces deux livres. Voilà. Je crois qu'on peut les acheter séparément l'un de l'autre si vous voulez un livre moins gros. Moi c'est ça qui me plaisait, c'était le côté, on a les deux en même temps, vous voyez là on a un côté comme ça et après on a un côté, non, comme ça. Et voilà, il est toujours pas sorti en poche, donc je ne sais pas si ce sera le cas un jour. Parce qu'il est quand même à 23 €. Ah, 23,95 €. Mais voilà, foncez si vous avez l'occasion de mettre la main dessus parce que c'est vraiment une petite pépite. J'ai ensuite lu La fille du roi des marais de Karen Dionne. Au livre de poche, je vais y arriver. Et celui-là, donc tout comme le livre d'avant, je pense qu'il fera partie de mes meilleures lectures de 2020. Celui-là, évidemment qu'il va faire partie de mes meilleures lectures de 2020. Ce livre, c'est vraiment un coup de cœur, je pense. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire d'abord. Donc on suit Elena, qui est une jeune femme, qui est mère, qui est mariée, qui vit dans un espèce de grand mobil-home, mais quand même bien aménagé et tout. Et un jour, il va y avoir un homme qui va s'échapper de prison et ça va totalement la perturber pour une bonne raison, puisque cet homme est son père. Pourquoi cet homme est en prison? Tout simplement puisque il y a, je sais plus, enfin bref, une trentaine d'années, il a enlevé une adolescente et il l'a violée, séquestrée pendant 14 ans. Et Elena est le fruit de ce viol. Voilà, donc c'est la fille d'une fille séquestrée et d'un kidnappeur, violeur. Voilà. Donc voilà, on est dans l'ambiance dès le début. Comment dire? Et du coup, oui, je vous ai pas dit, il l'a enlevée et il l'a séquestrée dans une petite cabane sur un îlot au milieu des marais. Donc ça se passe dans le Michigan. Clairement je pensais pas du tout que le Michigan c'est comme ça, très froid et tout, mais en fait si, c'est vraiment la frontière du Canada. Donc voilà, donc
pendant une grosse partie de l'histoire, on est vraiment dans ce marais. D'ailleurs, oui, je vais vous parler de la construction de l'histoire, hein, parce qu'il y a une construction très particulière dans ce livre, mais j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, un chapitre sur deux, on a à chaque fois un chapitre dans le présent. Mais à chaque fois dans ces chapitres dans le présent, Elena va se souvenir de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et les autres chapitres, je vais essayer de vous trouver une première page, voilà. On a ces premiers, donc un chapitre sur deux, je crois que c'est un sur deux à peu près, hein, je sais pas si c'est ça exactement. On a le chapitre qui s'appelle La cabane et en fait, il y a une petite intro dont je vais vous parler après. Et après, on est à 100% dans le passé, on suit vraiment toute l'enfance de Elena dans ce marais avec son père qui pour elle est juste son père. Ses parents sont ses parents, elle ne sait pas que sa mère est séquestrée et que... Voilà, elle ne sait rien du tout. En plus, il vit dans une cabane sans eau courante, sans électricité, sans rien. Elle ne connaît rien du monde, elle connaît juste ce que son père lui apprend. Alors il lui apprend pas mal de choses, mais on va dire pas des choses pour s'intégrer dans notre société. Hein. Il lui apprend à chasser, à pister, à... je sais pas, tout un tas de trucs comme ça. Et voilà, et pour elle c'est juste son papa, même si c'est un papa un petit peu particulier qui, quand elle est pas sage, il va l'enfermer dans un puits pendant plusieurs jours. Mais pour elle ça reste que son papa. Et voilà, donc un chapitre sur deux on a ça, et je vous ai parlé on a à chaque fois une petite partie en italique. Et en fait c'est parce que ce sont des extraits du conte de Andersen qui s'appelle La fille du roi de la vase, donc qui je pense a un petit peu inspiré l'autrice pour faire ce livre. Donc un conte avec des vikings, enfin franchement j'ai adoré. Au début je me suis dit il faut que je lise ce conte, sauf qu'au final on a quasiment toute l'histoire dans le livre, donc j'ai pas forcément besoin de le lire à côté puisque je connais déjà l'histoire entièrement. Ça j'ai beaucoup aimé, voilà, cette petite référence. Il y a une autre référence aussi à un moment que j'ai beaucoup aimé, je sais plus c'est dans quel contexte, mais on nous parle d'un homme qui est resté ermite dans les forêts du Maine ou du Massachusetts, je ne sais plus, bref, un de ces états de la côte est. Et c'est tout simplement, ça fait référence au livre Le Dernier Ermite qui a été écrit par Mike Finkel, quelque chose comme ça, donc un journaliste qui du coup a rencontré cet ermite. C'est un livre qui est dans ma wishlist et que bah, du coup ça m'a donné très envie de le lire, mais bon j'attendrai, hein. C'est pas grave. Donc ce livre, pourquoi c'est un coup de cœur? Je pense que je vais un petit peu paraphraser Otis quand il nous parle de la vie, c'est des rencontres. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. La lecture, c'est des rencontres. Et ce livre, je l'ai rencontré au bon moment. Voilà, je pense pas que j'aurais eu la même sensibilité vis-à-vis de ce livre si je l'avais lu il y a 2 ans par exemple. Tout simplement puisque pour moi ce livre a des vibes de ce qu'on peut trouver chez Gallmeister, c'est-à-dire que ça m'a fait penser à Sauvage, ça m'a fait penser à My Absolute Darling, je ne sais plus à quoi d'autre d'ailleurs. Et un petit peu au Paradis Blanc aussi, il y avait un petit peu de vibes du Paradis Blanc. Et voilà, et donc du coup ça m'a mis dans une ambiance de tous ces livres que j'ai adorés. Et forcément je pouvais qu'adorer quoi. Le marais est quand même quasiment un personnage de ce qui se passe dans le passé, c'est vraiment oui, un personnage. On vit les saisons, tout à travers ce marais. Et ça j'ai beaucoup aimé, donc voilà ce petit côté nature writing. Cette relation de ce père et de sa fille qui me faisait penser forcément à la relation de Turtle et de son père. Pas dans les mêmes détails, hein. Si vous avez lu My Absolute Darling, vous savez sûrement de quoi je parle, non, on n'en est pas là. Mais dans le sens où il élève sa fille à la dure, quoi, clairement, pour qu'elle soit prête. Et ça j'ai adoré, voilà, tout ce côté psychologique, tout ce qui va ancrer dans sa fille, qui fait ce qu'elle est quand elle est adulte. Autre détail un petit peu important que j'ai oublié de vous préciser, donc
À un moment dans le livre, il est dit que dans le Michigan, il y a à peu près 3 origines ethniques, enfin je sais pas si on peut dire ethniques. Qu'il y a en gros des Finlandais, une autre nationalité mais je ne sais plus laquelle, et des Amérindiens, des natifs d'Amérique. Et le père d'Elena est à 50-50, donc sa mère est finlandaise je crois et son père est amérindien du coup. Mais lui voilà, clairement il a le physique d'un amérindien, en même temps j'ai envie de dire les gènes de finlandais ils doivent être un petit peu récessifs, hein, les yeux bleus et les cheveux blonds, c'est généralement récessif. Bon j'exagère hein, quand je dis que tous les finlandais sont blonds aux yeux bleus, mais bon, on voit un petit peu le... Vous voyez entre un amérindien et un finlandais, c'est pas très compliqué de savoir qui va avoir les gènes les plus forts. Bref. Donc son père physiquement est fait totalement amérindien et ils se sont très proches de ce peuple dans lequel il a vécu pendant un temps je crois. Et du coup voilà, il enseigne toutes ses coutumes à sa fille. Il lui a donné un nom indien aussi, enfin amérindien, j'aime pas dire indien. Il lui parle de tout un tas de coutumes et ça j'ai vraiment adoré, de traditions, tout. Franchement j'ai beaucoup aimé aussi cette partie là. Et aussi, donc, on va suivre quand même une grosse partie de l'histoire d'Elena quand elle est dans le marais, mais on va la suivre aussi un petit peu quand elle... parce qu'à un moment ou à un autre, elle va revenir à la vie normale, entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi, voir à quel point elle a du mal à s'adapter, ce qui est totalement normal. Hein. Quand on a... Je vais pas vous dire l'âge à laquelle elle se remet dans la société, puisque ça pourrait un peu spoiler, mais quand on a un certain âge et qu'on n'a jamais connu l'électricité, la télé... tout ça, c'est un petit peu compliqué de s'intégrer. Bref, je sais pas quoi vous dire d'autre à part liser ce livre. C'est vraiment un gros coup de cœur et j'ai adoré. Et j'ai très envie de le relire, bon pas maintenant, mais franchement oui c'est un gros coup de cœur. Ensuite on va passer au livre que j'ai, alors je ne sais pas si je l'abandonne ou si je le mets en pause, voilà. Je sais pas trop, j'ai envie quand même de le lire à un moment ou un autre. Mais là c'était pas le bon moment, surtout que je vais vous en parler après. Bref, c'est Shadow Scent, le parfum de l'ombre de P.M. Freestone chez La Martinière. Alors pourquoi je l'ai mis de côté? Tout simplement, déjà parce que je suis un petit peu bête, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai absolument pas envie de lire de la fantasy en ce moment. Et du coup j'ai choisi un livre de fantasy. Voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu Florence Foresti avec son histoire de mousse au chocolat. Non, c'est ridicule, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si t'achetais une mousse au chocolat parce qu'elle est au chocolat et que t'adores ça. Et le soir, première cuillère. Oh non, c'est chocolat! Voilà, donc je me suis obstinée à lire un livre de fantasy alors que j'ai absolument zéro envie de lire de la fantasy en ce moment. Voilà, et surtout les 100 premières pages sont... Voilà, à partir de 100 pages, j'ai trouvé que l'action commençait à démarrer, mais ça m'a pas... Ça a pas retenu mon attention, quoi. Je m'en fichais un petit peu de ce qui allait se passer. Donc en fait, dans ce livre, on suit Raquel qui veut devenir parfumeuse pour voilà, gagner de l'argent, pouvoir sauver son père qui est atteint de la pourriture, qui est une maladie où en gros on pourrit de l'intérieur, je crois. Voilà, et on suit aussi Ash qui est le bouclier, donc qui est en gros le garde du corps personnel du prince héritier de ce royaume qui s'appelle Aramtesh. Voilà, donc on est dans une ambiance très... comment ça s'appelle? Orientale, un petit peu arabisante, voilà, on est dans le désert, on est dans tout ce qui est monde oriental. Et ça c'est pas trop... Enfin voilà, moi je suis plus une fille du froid. Donc, et c'est pas, comment dire... et voilà, je suis plus intéressée par tout ce qui est scandinave que tout ce qui est oriental par exemple. Voilà, chacun ses goûts, du coup j'ai pas spécialement été touchée par... par tout le royaume, la capitale, tout ça. Après le côté parfum, j'ai bien aimé certains, enfin voilà, on parlait de matières premières dont, comme moi j'étais en labo de parfum, je me servais, donc ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas extrêmement développé, quoi. Et puis surtout, très vite, le prince est empoisonné et bon, je vais pas vous parler de toute l'histoire, mais en gros, c'est Raquel qui est accusée, et du coup elle doit s'enfuir. Et voilà, au final, jusqu'à présent, du coup, le parfum n'a plus trop d'importance. Enfin, si, parce que les différents composants d'un parfum peuvent soigner, peuvent ci, peuvent ça.
Mais voilà, c'est pas extrêmement développé jusqu'à ce que... Voilà, moi je me suis arrêtée à 200 pages, donc jusque là j'ai pas trouvé ça... Voilà. Donc voilà, pause, abandon, je ne sais pas encore, seul le temps le dira, mais en tout cas j'ai arrêté de le lire. Du coup, essayer de lire ce livre m'a permis de me rendre compte qu'en ce moment je n'ai envie que d'une seule chose, de lire des thrillers bien addictifs. Du coup, j'ai décidé de lire Alex de Pierre Lemaitre au livre de poche, et en effet je l'ai lu en 2 jours je crois à peu près, donc voilà, je l'ai fini hier, et je crois hier j'ai lu plus de 200 pages, enfin voilà, j'étais à la moitié quand j'ai commencé à lire hier, et je l'ai très vite fini. Et alors c'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une très bonne lecture, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, donc je vais quand même vous parler de l'histoire. On est avec Alex qui est une femme qui va se faire enlever par un homme et qui se retrouve dans une espèce de cage en hauteur, sans manger, sans eau, sans rien, enfin quasiment pas. Et voilà, et donc elle se demande pourquoi elle est là, et nous aussi on se le demande. Et en même temps on va suivre le capitaine, je crois que c'est capitaine, Camille Verhoeven, je sais pas trop comment ça se prononce, qui va enquêter sur cet enlèvement, et c'est pas forcément le meilleur flic à enquêter là-dessus puisque sa femme aussi a été enlevée il y a quelques années alors qu'elle était enceinte et elle s'est fait assassiner. Voilà. Ça c'est le début de l'histoire, sachant qu'il va se passer quand même pas mal de choses et qu'on va pas en rester là, hein. Il y a 3 parties et les 3 parties sont un petit peu différentes et j'ai adoré, limite c'est monté crescendo mon intérêt. Donc la première partie, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais intriguée. Après la deuxième partie, j'ai ah ouais, d'accord. Et la troisième, mais je me suis pris une petite claquounette dans la tronche. Alors par contre, ce que j'ai pas trop aimé, bon, vous le savez si vous me suivez depuis un moment et je vous en parle assez régulièrement, j'aime les thrillers mais j'aime pas trop les polars. Voilà, il faut vraiment que l'enquêteur, on va dire l'enquêteur, m'intéresse, m'intrigue, m'interpelle, et c'est qui tout double, soit ça passe, soit ça casse, et avec ce capitaine Camille Verhoeven, ça l'a pas fait. Voilà, j'ai aucune empathie pour lui, je me fichais complètement de les moments de l'enquête. Ok, ça passait, mais on nous parle quand même pas mal de sa vie et j'en avais rien à battre. Voilà, je m'en fichais complètement et limite ça me saoulait. Voilà. Donc, mais toute la partie avec Alex et tout ce qui la concerne, ça j'ai adoré. Ça, voilà. C'était mon premier Pierre Lemaitre et j'ai envie d'en lire d'autres. Hein, voilà, que ce soit thriller ou pas. Enfin, je crois. Est-ce qu'il écrit que du thriller? Parce que je sais que j'ai 3 jours et une vie dans ma palle, mais je crois pas que ce soit un thriller. Bref, j'ai passé un bon moment et je trouve que l'écriture est très fluide et Pierre Lemaitre arrive à vraiment insuffler beaucoup de suspense dans son histoire. Les révélations sont très intéressantes et je me suis fait un petit peu berner puisque moi pendant une grande partie de l'histoire je pensais à quelque chose qui s'est avéré complètement faux. Mais je suis bien contente, hein, je préfère ça plutôt qu'avoir raison. Et il y a pas mal de passages un petit peu durs à lire, un petit peu gore. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous plaît pas, je sais pas si le livre le fera avec vous parce que ouais, il y a des moments j'étais... Dans l'ensemble j'ai quand même passé un super moment et je vous le conseille si vous n'avez pas peur des détails un petit peu trop gore. Voilà. Je vais juste vous parler 2 secondes de mes futures lectures, voilà, ça risque de peut-être changer. Enfin je vais vous parler d'abord de ma lecture actuelle qui est Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult chez J'ai lu. Donc j'ai lu... Là j'en suis à 160 pages sur plus de 500 et j'ai toujours pas compris la leçon. Voilà, alors je pense que voilà, ça va être une bonne lecture, très touchante et tout et tout. Je vous parlerai de l'histoire dans le prochain update lecture, mais j'ai toujours pas compris que dans ma tête en ce moment j'ai envie de lire que du thriller addictif. Donc j'espère ne pas trop rester dessus pour pas que ça me bloque un peu. Mais après ça j'ai choisi de lire du bon thriller bien addictif avec un Karine Jebel, juste une ombre. Voilà. Que dire dessus? Voilà, j'ai choisi celui-là parce que je sais pas, c'était un des plus courts de ceux que j'avais et il me faisait envie. Et après je verrai ce que je lirai. J'ai déjà des petites pistes mais je vais essayer de rester vraiment dans le thriller puisque je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire en ce moment.
Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture. Je vais vous laisser, je ne pense pas que je ferai de vidéo mercredi parce que clairement là j'ai pas trop d'idées de vidéos. Je vais essayer de réfléchir mais ce sera sûrement plus samedi prochain. Et donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!